C'est un trésor exceptionnel qui a été découvert au Laos, en Asie du Sud-Est. 24 kilos d'or, d'argent et de pierres précieuses. Une des découvertes les plus riches de l'histoire. La quantité d'objets, leur taille, leur état de conservation sont incroyables. Mais que révèle ce trésor somptueux sur la société qui l'a produit? Pourrait-il lever le voile sur les premières années de la civilisation khmer, à l'origine de la grande cité médiévale d'Angkor et de son temple spectaculaire d'Angkor Wat? Aujourd'hui, une équipe d'experts internationaux recourt à des technologies de pointe pour comprendre comment ont été fabriqués ces objets d'une valeur inestimable. Comment puis-je aider à élucider ce grand mystère? Et découvrir qui a pu les utiliser. Chaque technique de travail du métal laisse sur l'objet l'équivalent d'une empreinte digitale. Grâce au lidar, l'équipe scanne le paysage pour identifier de nouveaux sites de fouilles où ils mettent au jour d'autres vestiges extraordinaires. Encore plus d'objets en or et des restes humains. Il y a des ossements humains. C'était peut-être un roi. Leurs investigations vont les emmener à travers la jungle, dans une expédition éprouvante jusqu'au cœur du berceau spirituel des puissants rois guerriers khmers, bâtisseurs des merveilles d'Angkor. Dans la ville animée de Savannakhet, dans le sud Laos, une équipe regroupant les plus grands experts internationaux s'apprête à aller voir un trésor d'une valeur prodigieuse. Mis au jour dans un petit village voisin, c'est une des découvertes les plus spectaculaires de l'histoire de l'Asie du Sud-Est. Cette équipe, c'est vraiment la Dream Team. Christine a consacré toute sa vie à l'archéologie du Sud-Est asiatique. Ce trésor est peut-être le point d'orgue de sa carrière. Ça va être très intéressant de l'examiner et d'essayer de déterminer ce que c'était. Bien Keo est incroyable. C'est une encyclopédie vivante de l'histoire de l'Asie du Sud-Est. En plus d'étudier le trésor, l'équipe va chercher à en savoir plus sur le petit village agricole où il était enterré. Le Laos est un pays enclavé d'Asie du Sud-Est. Il y a plus de 1000 ans, il faisait partie de l'immense empire khmer qui s'étendait sur environ 1 million de kilomètres carrés et dont Angkor était le centre névralgique. C'est ici, dans l'actuel village de Nangheatong, que ces inestimables pièces d'orfèvrerie anciennes ont été retrouvées. L'essor de l'Empire khmer commence au début du IXe siècle et coïncide avec l'ère viking en Europe. Les architectes khmers vont bâtir non seulement certains des plus grands monuments de l'histoire, mais aussi de vastes réseaux de canaux et de réservoirs pour cultiver le riz à grande échelle. L'achèvement du temple montagne du Bayon à Angkor, au début du XIIIe siècle, marque l'apogée de leur civilisation. Mais on sait encore relativement peu de choses sur cette société sophistiquée dans les siècles qui ont précédé la fondation d'Angkor. L'équipe espère ouvrir une nouvelle fenêtre sur la période d'expansion de l'Empire khmer. Pour plus de sûreté, le trésor est conservé en un lieu tenu secret, dans une chambre forte hautement sécurisée. À l'intérieur,
Les archéologues sont sidérés par ce qu'ils voient. Magnifique. Je n'ai jamais rien vu de tel. Le trésor surpasse toutes leurs attentes. C'est vraiment incroyable. Avoir un tel trésor d'or et d'argent sous les yeux, c'est très impressionnant. On a 8 kilos d'or et 18 kilos d'argent. C'est énorme. On n'a jamais vu ça ailleurs en Asie du Sud-Est. La quantité d'objets, leur taille, leur état de conservation sont incroyables. La facture de ces artefacts témoigne d'une virtuosité sans précédent. Ce niveau de savoir-faire sur des matériaux si précieux, ça dépasse largement tout ce que j'ai vu auparavant. Conscients de l'ampleur de la tâche, les chercheurs installent sans tarder un laboratoire dans la chambre forte. Il y a 60 pièces majeures et 1800 fragments à examiner. Ils doivent analyser chacun d'eux pour les dater, déterminer leur provenance, puis les mesurer, les nettoyer et mettre en œuvre leur conservation. Les objets cassés sont soigneusement reconstitués. J'essaye de l'assembler, mais il manque des morceaux. Ouais. Bonne chance. Merci. Nous essayons de découvrir d'où viennent ces objets et pourquoi ils étaient enterrés là. La diversité de cette collection est une énigme pour l'équipe. Elle raconte une histoire complexe. C'est étrange d'avoir des objets d'origine aussi diverses. Non seulement les pièces sont très différentes les unes des autres, mais certaines témoignent d'influences artistiques étrangères. C'est vraiment bizarre. Regarde, ce sont des motifs qu'on trouve dans Le royaume de Champa. le royaume de Champa. C'est beau, hein? Le Champa a perduré tout au long de la période Khmer. Il était situé sur le territoire de l'actuel Vietnam, à environ 150 km de l'endroit où le trésor a été trouvé. D'autres artefacts semblent provenir d'encore plus loin, comme ces assiettes en argent chinoises. On n'a jamais trouvé une pièce comme ça. C'est vraiment exceptionnel, ce genre d'objet. La rareté de ces objets les rend plus difficiles à analyser, même pour les meilleurs experts mondiaux. Ils ne disposent que de très peu d'éléments de comparaison. Mais malgré les obstacles, Christine a déjà pu tirer quelques conclusions préliminaires. Je pensais que c'était une sorte de diadème, mais c'est pas ça. Il est en partie doré. En partie seulement. Là, il n'y a pas d'or. Je pense que c'est d'origine khmer. Ce qui est très intéressant, ce sont ces deux visages-là, avec toutes ces dents. Ça pourrait être d'une période ancienne, peut-être pré-angkorien. L'idée que cette pièce en argent puisse être khmer et antérieure à Angkor enthousiasme toute l'équipe. Si Christine a vu juste, le trésor date d'une période de l'histoire relativement méconnue. Celle du développement de la civilisation khmer. Le village de Nong Huatong, où était enterré le trésor, se trouve dans le sud Laos, sur un affluent du Mékong. Sur place, une équipe de 60 fouilleurs, dirigée par l'archéologue Nicolas Nolo, a ouvert une tranchée à l'emplacement de la découverte. Le trésor a été trouvé ici, en haut de la tranchée. Ce que nous devons faire maintenant, c'est expliquer pourquoi il était ici. Établir le contexte. Qu'y a-t-il eu avant le trésor et qu'y a-t-il eu après? Le trésor n'était pas enterré très profondément. Mais plus bas, les archéologues ont trouvé les vestiges d'une ancienne habitation. On a eu beaucoup de chance de trouver ça, c'est fou.
Ici, on a la trace d'un poteau en bois. Le trou est plutôt grand. Ça devait être un bâtiment massif. Maintenant, vous allez pouvoir creuser plus profond. Et le sol ne tarde pas à révéler d'autres secrets du passé. Ce sont des os, des restes d'un animal. On a les cendres de différents foyers dans lesquels ils ont jeté les reliefs de leur repas. J'ai un fragment d'épaule ici, et là, on distingue la forme d'une mâchoire avec les dents. Il est encore trop tôt pour dire ce que c'est comme animal. C'est assez rare de trouver des os par ici. En Asie du Sud-Est, les sédiments sont très acides. En général, les os disparaissent complètement. Ça pourrait dater de 100 ou 200 après notre ère, c'est possible. C'est très prometteur. La découverte de traces d'habitation humaine aussi anciennes est tout à fait remarquable. Elle montre que ce village pourrait avoir été fondé il y a près de 2000 ans. Les premières populations khmères vivaient en petites communautés, organisées autour d'un point d'eau. C'étaient des cultivateurs de riz qui vénéraient les esprits du ciel. Mais à partir du 5e siècle, la structure sociale des villages khmers commence à changer sous l'influence grandissante de l'hindouisme indien. Les chercheurs espèrent que ces fouilles les aideront à mieux comprendre les débuts de la société khmère, l'époque qu'ils présument être celle du trésor. Ils savent à quelle profondeur a été trouvé le trésor, mais ils veulent comprendre comment il était enterré. Pour en apprendre plus, Vien Keo part interroger le fermier qui l'a découvert. Kieo Pomajak explique que le trésor lui est d'abord apparu sous la forme d'un rêve, dans lequel un moine lui montrait un champ rempli d'or. J'ai vu le trésor en rêve. Le moine a promis de me le montrer. Un peu plus tard, alors qu'il travaillait au champ, sa bêche a heurté quelque chose de dur. Ça a tapé sur quelque chose. Ça a fait tac-tac. J'ai sursauté. Ma femme m'a dit de creuser et j'ai creusé plus profondément. Arrivé à environ 20 cm, j'ai trouvé des jarres en pierre. J'ai pensé que c'était des trésors anciens. En ouvrant les jarres, j'ai trouvé des accessoires et des bijoux. Tous ces objets étaient en or. Avant, je croyais qu'un rêve n'était qu'un rêve. Mais ce rêve-là est devenu réalité. Maintenant qu'ils savent comment le trésor a été trouvé, les chercheurs sont convaincus qu'il avait été caché là à dessein. Mais à qui appartenait-il et pourquoi était-il enterré? C'est ce qu'ils vont s'efforcer de découvrir. À Savanaket, dans la chambre forte, l'équipe étudie les précieuses pièces d'orfèvrerie. Leur raffinement extrême fait de ces artefacts la meilleure source d'informations possible sur leurs propriétaires. Le clou de la collection est une boîte en or incrustée de joyaux. Tu as déjà vu ça? Non, on n'a jamais vu un chef-d'œuvre d'une telle beauté. Est-ce que tu as une idée de sa provenance? Je pense que l'objet lui-même pourrait venir de cette région du Laos. Pour le moment, on est incapable de dater la boîte en or. C'est tout notre problème. J'ai cherché des éléments de comparaison sur des bas-reliefs et dans les livres, mais je n'ai rien trouvé. Elle est totalement unique.
Pour la boîte, je ne sais pas. Je n'en avais jamais vu de comme ça. Le décor de la boîte est particulièrement intéressant. Il présente un assemblage inhabituel de motifs religieux sous la forme de différents oiseaux qui pourraient fournir des indices sur son origine. Ici, vous pouvez voir des garudas. Le garuda est un aigle qui porte le dieu hindou Vishnu. Au sommet, on a des oiseaux qui emportent l'âme au paradis. C'est bouddhique. Cet autre oiseau, appelé Hamsa, est une espèce de cygne, un symbole de réincarnation dans la religion bouddhiste. Le bouddhisme et l'hindouisme ont été importés en Asie du Sud-Est aux alentours du IVe siècle, par des voyageurs venus d'Inde qui remontaient le Mékong. La dualité des motifs religieux laisse supposer que ces religions coexistaient à l'endroit et à l'époque où la boîte a été fabriquée. L'étude des techniques de fabrication pourrait fournir d'autres indices sur le raffinement de cette société et même sur la personne à qui l'objet était destiné. Ils martelaient la feuille d'or de l'intérieur pour faire ses formes à l'extérieur. Mais ils sertissaient aussi des rangées de pierres précieuses et ajoutaient ensuite une bande d'or à l'arrière pour les maintenir en place. Ces artisans étaient de véritables experts. Un tel niveau de savoir-faire semble indiquer que la boîte a été fabriquée dans un atelier commandité par les personnages les plus influents de la société. Je pense que c'est un modèle unique, fait pour un roi. Serait-ce une collection royale? Comment expliquer sinon qu'une cruche habituellement en terre cuite ait été façonnée avec tant d'habileté en or? Elle est vraiment magnifique. C'est la première fois que je vois ça. Ces objets sont très sophistiqués en termes de technique et ils sont fabriqués avec des métaux précieux, de l'or et de l'argent. Ils étaient clairement destinés à des rois ou des hauts dignitaires. Ça pourrait être le trésor d'un roi, oui. Mais pour l'instant, on n'a aucune preuve archéologique. C'est pour ça qu'on continue à fouiller le site de Nang Hua Thong. Sur le chantier de fouilles, dans une tranchée proche de l'emplacement du trésor, les archéologues ont fait une découverte. Ils ont mis au jour les vestiges d'un grand bâtiment en briques. Il faut déterminer à quoi servait cette construction. Est-ce que c'est une occupation religieuse? On ne le sait pas encore. Il y a du grès là. On va peut-être trouver des traces qui nous diront si c'était religieux ou pas. D'accord. En poursuivant les excavations, l'équipe comprend que les vestiges sont ceux d'un ancien ensemble sacré. Les temples étaient bâtis par les souverains khmers, qui prouvaient ainsi leur dévotion aux dieux. Ce temple pourrait indiquer que le site était autrefois une enclave royale. Christine est venue voir s'il y a un lien avec le trésor. Il y a peut-être un lien. Peut-être. Si c'était le cas, ça nous arrangerait. Avec un peu de chance. Espérons qu'on en aura. La chance semble en effet leur sourire, car il y a non seulement un temple, mais aussi un objet possiblement associé au trésor. Incroyable. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a trouvé dans le trésor de Nang Hua Thong. L'équipe a mis au jour une cymbale presque identique à celle-ci qui se trouvait dans le trésor. Une sorte de cloche. Une cymbale. Une cloche, une cymbale. Une petite cloche. D'habitude, elles vont par deux. Ces cymbales khmères servaient généralement dans les temples pour les cérémonies religieuses. Son emplacement pourrait révéler de quand elle date. Dans la latérite. Ouais. Tu peux me montrer l'endroit exact? Ah, vous l'avez trouvé directement sur le sol? Oui. C'est un peu plus haut? Oui, un peu plus haut. D'après la profondeur à laquelle la cymbale a été exhumée, l'équipe estime qu'elle date du 7e siècle. Cet indice, en plus du temple,
suggèrent qu'il y avait ici une élite royale ou religieuse à la période pré-ancorienne, qui pourrait aussi être celle du trésor. Mais des nuages menaçants interrompent les recherches. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui parce que sinon, ça va être un désastre. Dans cette région, les pluies sont torrentielles. J'ai peur qu'avec le sable, les murs finissent par s'effondrer. On devrait peut-être bâcher. Oui, on va bâcher la tranchée. Il faut couvrir la fosse sans tarder. Prenez des petits outils et la bâche pour protéger le niveau d'occupation et les ossements. La tranchée va se remplir d'eau. S'il pleut beaucoup, les eaux vont complètement disparaître. La pluie est l'ennemi de l'archéologue. Si la météo retarde les fouilles, dans la chambre forte de Savannakhet, les chercheurs viennent de faire une découverte déterminante. Alors qu'elle examinait les 1800 fragments, Donna a repéré un détail intéressant. Oh, regarde, une inscription. Ah bon? Un caractère? Oui, oui, regarde. Ah ouais, je l'avais pas vu. Christine, tu peux venir? Oh, oui. Les inscriptions sont une excellente source d'informations historiques car elles peuvent éclairer sur l'usage, l'origine ou même l'identité de l'artisan qui a fabriqué l'objet. Ça, c'est du vieux Khmer. C'est très rare de trouver une inscription comme ça. À ce jour, on ne dispose que d'environ 1400 inscriptions Khmer aussi anciennes et il est donc remarquable d'en découvrir une dans cette collection. L'équipe se met aussitôt en quête d'autres fragments de l'inscription. Regardez, regardez. Christophe semble avoir de la veine. Mais les deux morceaux correspondent-ils? Non. Non, non. Non. Et de l'autre côté? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Aujourd'hui, on a vraiment de la chance. 2 fragments qui correspondent et une partie d'une autre inscription. Très incomplète. C'est vrai, mais quand même. Une autre inscription, celle-ci en sanskrit, est visible sur le pourtour d'un petit bol en argent. Intéressant. Les inscriptions du monde khmer étaient rédigées en vieux khmer ou en sanskrit, une langue classique de l'Inde ancienne, souvent dédiée aux textes religieux. Si c'est de la poésie, c'est en sanskrit. Si c'est de la prose, c'est en khmer. L'équipe étudie non seulement les inscriptions, mais aussi l'iconographie du trésor pour tenter de le dater. Christine a repéré une plaque d'argent sur laquelle figure une divinité hindoue, identifiable à la façon dont elle est représentée. On sait que c'est Shiva, parce qu'il tient le rosaire dans la main et aussi parce qu'il a un chignon. Et il y a 2 adorateurs. Je peux dater ce genre de plaque. Ça vient du 8e siècle. Ça, c'est facile. Et c'est de l'art khmer, c'est sûr. C'est la même iconographie. Cette multitude de styles et d'influences variées ne permet pas aux scientifiques d'attribuer une date précise à l'ensemble du trésor. D'après leurs estimations, il date d'entre le 7e et le 9e siècle. C'est à cette période que sont apparus les premiers royaumes, quand les chefs de village khmer ont commencé à revendiquer le droit au trône et à fonder des États indépendants. Il y avait beaucoup de petits royaumes et de petites cités-États, avec un territoire modeste autour d'une ville principale. Le village de Nangheatong a-t-il été bâti sur les ruines d'une ancienne cité-État, assez riche et puissante pour posséder un trésor si précieux? Une nouvelle découverte semble le confirmer. À Nangheatong, le temps s'est éclairci et les chercheurs ont repris le travail.
À l'emplacement du trésor, ils ont mis au jour une grande structure. C'est le premier niveau d'un mur, là. Les couches de cendres près de la base prouvent que des gens ont vécu à l'intérieur de ce périmètre. C'est très intéressant de trouver une occupation d'un côté. La découverte de ce grand mur indique que Nangheatong n'a pas toujours été un petit village agricole. Pour mieux comprendre la configuration du site, les archéologues partent faire un relevé aérien unique en son genre. Ils utilisent une technologie appelée le LIDAR. Des millions de faisceaux laser sont projetés à travers la végétation pour modéliser les reliefs dissimulés dans le paysage. C'est la première fois que l'histoire encore mal connue de cette région reculée est étudiée ainsi. Une fois le couvert forestier supprimé virtuellement, on voit apparaître les contours fantomatiques d'un monde oublié. C'est ici que le trésor a été trouvé, à la jonction du mur mis au jour par les archéologues avec un autre mur. Ces deux remparts créent une enceinte protectrice de plus de 2 km de long. L'équipe estime qu'un site de cette taille devait abriter près de 8000 habitants. Une cité disparue se révèle pour la toute première fois. À l'intérieur de l'enceinte, le relevé LIDAR dessine le périmètre d'une possible résidence royale. La taille et la forme du bâtiment laissent supposer qu'il s'agissait de la demeure d'un souverain ou d'un chef local. Personne ne savait qu'il existait une ville aussi ancienne dans la région. L'équipe est impatiente de poursuivre ses recherches. Tu crois que c'était la capitale d'un royaume? Une ville très riche? Il y a tellement d'objets dans le trésor. 8 kilos d'or et 18 kilos d'argent. Oui. C'est énorme. Il y a plus de 200 objets. Les archéologues pensent que ces richesses ont été délibérément enterrées à un emplacement mémorisable, à la jonction entre les deux murs. Regarde, Vienkeo. Le trésor était caché à un endroit spécial, très facile à retrouver. Peut-être pour le mettre à l'abri. Sûrement, oui. Si le trésor a été mis en sécurité, c'est sans doute parce que la ville était menacée. À l'époque des premiers royaumes, les cités-États et les rois locaux étaient souvent en guerre. Et ici, sur les hauteurs au-dessus du fleuve, Christine découvre la preuve que Nangheatong a peut-être été attaqué. On a trouvé des projectiles ou des boulets en haut de la falaise. On a une vue bien dégagée d'ici. On est en hauteur et ils sont lourds. C'est de la terre cuite. Ils font la bonne taille. Tu vois, regarde, on peut facilement les utiliser. Pour bombarder l'ennemi. Pour bombarder l'ennemi de boulets. Ils ont peut-être utilisé une catapulte pour essayer de sauver la ville. Et avant le début de l'attaque, le roi a voulu sauver le trésor. Alors ils ont pris l'or et l'argent et les ont enterrés pour les protéger. Mais je suppose qu'ils n'ont pas gagné, puisque personne n'est revenu chercher le trésor. C'est pour ça qu'on l'a retrouvé. L'hypothèse de Christine expliquerait pourquoi le trésor était enterré. Mais une grande question demeure. Comment cette ville, relativement modeste, s'est-elle retrouvée en possession d'objets si précieux? L'équipe est convaincue que ces richesses venaient d'un site plus important ou plus prospère. Et les berges du fleuve offrent un indice sur la façon dont les choses ont pu se passer. Regarde, celui-là, il est bien visible. Ils ont trouvé ce qui ressemble à des trous de poteaux taillés au ciseau. Ils font au moins 40 cm de diamètre.
Chacun de ces trous devait accueillir un poteau en bois. Vu la façon dont ils ont été taillés, Christine pense qu'ils pourraient dater du 7e siècle. Ils sont alignés et descendent jusqu'au fleuve. Je les vois bien tracer une ligne comme ça. À en juger par le nombre de trous et par leur taille, il s'agissait possiblement d'un grand ponton ou d'un embarcadère. Il rejoint directement la ville. Oui. Et presque directement l'emplacement du trésor. Tu vois, Vienkeo, peut-être que le trésor est arrivé par bateau et qu'il a ensuite été caché ici. Mais ce n'est pas son lieu d'origine. Même si c'est une ville ancienne. Ce n'est qu'une supposition, mais elle pousse l'équipe à se demander comment le trésor a atterri ici. La ville ancienne mise au jour à Nangheatong jouissait d'une position stratégique. Sa proximité avec le Mékong la plaçait sur la principale route commerciale nord-sud pendant toute la période Khmer. Le Mékong occupe une place centrale dans la vie des gens. On le considère comme un fleuve sacré. Beaucoup de grands royaumes et de grandes villes étaient situés le long du Mékong. C'était la principale voie de circulation autrefois. Bien sûr, les souverains de l'époque pouvaient remonter ou descendre le fleuve en bateau pour aller d'un palais ou d'une capitale à l'autre. Les recherches archéologiques montrent qu'à l'époque des premiers royaumes, certaines capitales et cités-États étaient plus riches et plus puissantes que d'autres. Le trésor aurait-il été apporté à Nangheatong par un dignitaire venu d'un royaume plus prospère? Le nom du village où il a été trouvé évoque le transport de marchandises précieuses. Dans le dialecte local, Nangheatong signifie « l'étang de la pirogue d'or ». La taille relativement modeste du site, la richesse et la diversité incroyable des pièces d'orfèvrerie, et maintenant la découverte du ponton, permettent d'avancer l'hypothèse que le trésor appartenait à une cité plus importante, avec assez de ressources pour financer l'atelier sophistiqué qui l'aurait fabriqué. À en juger par la facture et la valeur de ces objets, il venait sans doute d'une grande cour royale khmer. Et au vu de ce qu'ils ont déjà découvert, Christophe croit savoir où chercher. Le détenteur le plus crédible de ce genre d'objet, c'est le temple de Wat Phu. Situé le long du Mékong, à 350 km au sud de Nangheatong, Wat Phu est le site religieux le plus vénéré du Laos. Chaque année, au moment de la pleine lune du 3e mois lunaire, des milliers de pèlerins s'y rassemblent pour une gigantesque célébration religieuse. Pendant 3 jours, des processions de moines psalmodient des prières en hommage à ce lieu saint. Les racines de ce complexe monumental sont à chercher dans l'hindouisme et sont antérieures à la fondation d'Angkor. Wat Phu se trouve au pied du Phukao, une montagne à la forme singulière qui domine toute la région. L'ensemble s'élève à plus de 1400 mètres jusqu'à une terrasse naturelle. C'est là que se dresse le temple le plus sacré. On l'appelle le sanctuaire,
et il date du XIe siècle. Mais il existe d'autres structures antérieures dans la région qui remontent à l'époque du trésor. Une période reculée de l'histoire khmère que l'équipe connaît encore relativement peu. Étudier l'histoire ancienne de Wat Phu est la spécialité de l'architecte laotienne Vissa Chantapasuk. Elle cherche à établir la date de construction des différents éléments du complexe. La découverte de structures contemporaines du trésor aiderait à étayer la théorie des chercheurs selon laquelle le trésor aurait initialement été abrité à Wat Phu. Mon travail consiste à établir un relevé à l'aide de nouvelles technologies. Vissa utilise la photogrammétrie, une technique numérique qui consiste à agréger des milliers de photos pour obtenir une image 3D. Je vais commencer ici. Ok. Arpenter le site est une tâche monumentale, plus facile à accomplir depuis les airs. Ok, on y va. La première chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas que le complexe de Wat Phu. Il y a beaucoup d'autres vestiges de structures khmères tout autour de la montagne. Le relevé aérien permet à Vissa d'identifier les ruines sur l'ensemble du site, dont certaines enfouies dans la végétation près du sanctuaire principal de Wat Phu. La photogrammétrie l'aidera ensuite à reconstituer et éventuellement dater quelques-uns de ces monuments anciens. Aujourd'hui, Christophe l'a rejoint pour explorer un temple effondré. Ça, c'est censé être la porte? Oui, on pense que c'est une porte. On a fait une photogrammétrie de cette partie et j'ai essayé de la reconstituer. D'accord. Montre-moi ton ordinateur. Ça, c'est la photogrammétrie des ruines sur lesquelles on est assis. Avec ce pan de mur, on a la hauteur. Vissa s'est appuyé sur les mesures photogrammétriques et sur un dessin d'un précédent architecte afin de reconstituer pour la toute première fois le temple. Voilà la reconstitution du bâtiment sur lequel on est assis. C'est vraiment un type d'architecture très brute. L'absence d'ornement laisse supposer que le temple est très ancien. En termes de datation? Oui. C'est clairement le bâtiment le plus ancien encore visible à Wat Phu. Christophe estime que ce temple primitif pourrait dater du 7e siècle. Une période qui concorde avec l'ancienneté de certaines pièces du trésor. Il est évident que le sanctuaire de Wat Phu a pu posséder ce genre d'objet. Si ce temple effondré date du 7e siècle, Wat Phu était donc déjà un centre d'activité religieuse à l'époque où le trésor a été fabriqué. Ces conclusions étayent la théorie des archéologues sur la provenance du trésor. Mais aurait-il pu également être façonné ici? L'équipe pense qu'il existait sans doute une communauté locale d'orfèvres spécialisée dans la confection d'objets religieux. Les premiers Khmers utilisaient le bronze, un alliage de cuivre et d'étain pour les objets cérémoniels tels que la cymbale trouvée avec le trésor. Et des documents du 19e siècle évoquent l'existence d'anciennes mines de cuivre dans la région de Wat Phu. Pour en savoir plus, une expédition archéologique dirigée par l'expert en métallurgie Brice Vincent part à la recherche d'une falaise où des traces d'extraction de cuivre ont été signalées. Tu vois la falaise? À 400 mètres. Et pour monter là-haut, il faut combien de temps? Peut-être 2h30. La découverte de vestiges historiques d'extraction de cuivre serait une avancée notable. Seules 4 autres anciennes mines de cuivre ont été identifiées dans toute l'Asie du Sud-Est. C'est une grande journée. C'est sous un épais couvert de jungle que l'équipe va devoir progresser jusqu'aux hauteurs de la falaise. Pour s'orienter, les chercheurs repèrent leur itinéraire sur une carte LIDAR. On va passer par là, et après ça, on suivra la rivière. D'accord? 2 heures d'ascension pour trouver une minéralisation de cuivre.
C'est parfait. On y va? La découverte de traces d'activité minière corroborerait l'idée que la région de Vatpu était un centre de métallurgie, un endroit où l'on aurait pu fabriquer le trésor. On est ici. On suit le lit de la rivière. Encore 2 kilomètres à pied. L'équipe suit les traces d'un géologue français qui affirmait dans les années 1860 avoir trouvé ici des preuves d'activité minière. Brice dispose d'une vieille carte et d'un dessin issus de cette précédente expédition. Ça, c'est le dessin fait par Delaporte en 1866. Je ne sais pas si c'était le fruit de son imagination, mais ça ressemble à ce qu'on voit par ici. Ceci est peut-être le chemin qu'empruntaient les anciens mineurs khmers lorsqu'ils partaient chercher des métaux précieux semblables à ceux utilisés pour le trésor. Le cuivre était rare et précieux autrefois. Il était donc recherché par les mineurs ou par les royaumes. Après 3 longues heures de marche par une chaleur extrême, les archéologues entrevoient la gigantesque falaise où se trouvait peut-être autrefois la mine. Ok, on y est. En arrivant, on a découvert une falaise monumentale. Cette falaise est incroyable, très impressionnante. Maintenant que la falaise est en vue, il n'y a plus de temps à perdre. Ils doivent trouver la mine et rentrer avant la tombée de la nuit. À cet endroit-là, en hauteur, il y a une veine de cuivre. Vous voyez le cuivre? Bien sûr, l'accès est difficile. L'équipe finit enfin par trouver ce qu'elle cherchait, les vestiges d'une ancienne mine de cuivre. Regarde ces traces. Ce sont des marques d'outils. Ici, c'est flagrant. On voit le minerai de cuivre. Ils ont vraiment essayé d'y accéder. Les chercheurs ont découvert non seulement des traces d'outils et du cuivre, mais aussi une grotte façonnée par l'homme. C'est vraiment incroyable. Cette trace correspond à ce qu'on appelle un abattage au feu. C'est une première en Asie du Sud-Est. L'abattage au feu est une technique minière traditionnelle. La roche est chauffée à la flamme, puis arrosée d'eau froide, afin de la fissurer et d'exposer les minerais qu'elle contient. C'est un autre indice d'extraction du cuivre. On suppose que c'est une ancienne mine de cuivre. Pendant la période pré-angkorienne, à l'époque de Vatpu, cette ressource était connue et exploitée ici. Cette découverte confirme que les Khmers de la région avaient accès à certains métaux employés dans les éléments du trésor. On sait que les ressources métalliques étaient très prisées des rois khmers. Et une ancienne gravure, étudiée pour la première fois par des universitaires dans les années 1950, atteste la présence de souverains dans la région de Vatpu depuis de nombreux siècles. La stèle de Devanika a été sculptée en 450 après notre ère, environ 300 ans avant la fabrication du trésor. C'est la plus ancienne inscription sanscrite connue en Asie du Sud-Est. Devanika était le roi des rois venu de loin. Il dit ici « Je suis Maharaja d'Iraja ». Le sanskrit est très beau. C'est un magnifique poème. Il est très bien écrit. La stèle rapporte que le roi Devanika a commencé à bâtir une capitale royale appelée Kurukshetra au 5e siècle. Elle existait encore à l'époque où le trésor a été fabriqué. Située au bord du Mékong, dans la région de Vatpu,
Kurukshetra était accessible à pied depuis le temple principal, au pied du Pukao. Aujourd'hui, il ne reste presque aucun vestige visible de l'ancienne cité royale. Mais l'équipe a effectué le tout premier relevé lidar du site, révélant ainsi son tracé d'origine. Voici la ville du roi d'Evanica, montrée ici de façon extraordinairement détaillée. Elle est protégée par 4 km de douves. C'était la première enceinte rectangulaire de ce genre en Asie du Sud-Est, une forme que l'on retrouvera plus tard à Angkor. Les différents objets qui composent le trésor pourraient-ils être l'œuvre d'artisans locaux et avoir été façonnés à la demande d'un roi pour être utilisés dans le temple voisin de Wat Phu? Est-ce que ces pièces étaient fabriquées dans un atelier de la ville, ici, à Wat Phu? Oui, très probablement. Ils avaient leurs clients juste à côté, les prêtres et les rois. Pour mieux comprendre les premières sociétés khmères de la région de Wat Phu, les archéologues entreprennent un grand sondage sur le site de Kurukshetra. Ici. Grâce aux données lidar, ils ont identifié une structure intéressante en périphérie de la ville ancienne. Christine espère découvrir quelle était la fonction de cette structure et qui l'utilisait. Oui, mais ça là. En surface, il n'y a pas grand-chose à voir à l'œil nu. Mais le relevé lidar permet à l'équipe de cartographier précisément le site. La longueur, la largeur et la profondeur de la zone de décapage sont soigneusement déterminées. Ça fait 4 mètres sur 4. C'est le carroyage de notre sondage. C'est la première fois que ce site pré-angkorien de la région de Wat Phu fait l'objet de telles investigations. Les archéologues espèrent lever le voile sur la société qui a forgé le trésor. Au laboratoire de Savannakhet, l'attention se focalise sur un des principaux éléments du trésor, la boîte en or. Barbara Armbruster, orfèvre et spécialiste des métaux anciens, cherche à découvrir comment elle a été fabriquée et pour quel usage. Nous progressons étape par étape, au plus proche de l'objet. Chaque technique de travail du métal laisse sur l'objet l'équivalent d'une empreinte digitale. Il faut trouver cette empreinte pour savoir comment il a été fabriqué. La boîte a manifestement été façonnée avec soin. L'orfèvre utilise une feuille d'or qu'il frappe avec un marteau sur une enclume. Et à partir de là, il crée une forme en 3 dimensions. Mais plus Barbara examine la boîte, et plus elle s'interroge sur sa véritable composition. À première vue, je pensais que c'était de l'or massif, mais quand on y regarde de plus près, je ne sais pas. Peut-être que la boîte en or n'est en fait pas en or. Maintenant que le site de l'ancien palais a été délimité, l'équipe creuse à travers les couches d'histoire pour remonter jusqu'au début de la puissance khmère en Asie du Sud-Est. En général, on change de strate environ tous les 10 cm. Les artefacts ensevelis sont parfois minuscules. J'ai 45 fouilleurs. Je ne peux pas faire tout moi-même. Je vérifie tout, mais ils sont mes mains. J'ai 90 mains pour accomplir mon travail. C'est vraiment super. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils cherchent, ce qu'il faut sortir, ce qui est bien ou pas, ce qu'il n'est pas nécessaire de garder, parce qu'ils travaillent avec moi depuis 2009. Mon travaille avec moi depuis 30 ans. Elle est capable de trouver une feuille d'or d'1 millimètre sur 1 millimètre. C'est incroyable. Je ne sais pas comment elle fait. Elle est très forte.
Les chercheurs ont déjà décapé plusieurs couches, exposant le sol à l'air et à la lumière pour la première fois depuis des centaines d'années, mais ont-ils atteint une profondeur suffisante pour trouver quelque chose? C'est à Christine d'en juger. Ok. La surface sèche et poussiéreuse est arrosée d'eau pour révéler la moindre variation de couleur dans les sédiments. Peut-être ici. Cela permet à l'équipe de détecter les différentes strates reconnues comme des niveaux culturels. Là, c'est différent. Et ils en ont trouvé un qui montre des traces d'habitation humaine. Ils ne tardent pas à découvrir autre chose. Au fond de la tranchée, il y a un fragment de peau. Il y a beaucoup de petits débris. Oui, et tu vois, quand on retire le... Oui, ça enlève le... Ça enlève une partie du pot. Ouais. La mise au jour de ce pot semble confirmer qu'il fouille au bon niveau. Et il y a du charbon de bois partout. Tout ce charbon de bois, ça signifie que des gens vivaient à ce niveau. Il y a beaucoup de choses. Avant, on n'avait rien du tout, et là, on est au niveau d'occupation humaine. Vu la quantité de charbon de bois, c'est sans doute une aire de cuisson. Et en creusant plus profondément les fondations, Ah, je vois quelque chose. ils font une découverte révélatrice de la richesse de ce site ancien. Là, c'est jaune. Les fragments de peau passent soudain au second plan. On est au milieu de la cachette. Ce qu'ils ont sous les yeux ne ressemble à rien de connu dans l'archéologie de la région. Sous les briques, ils viennent d'exhumer 9 superbes fleurs de lotus en or. Elles sont uniques parce que ce sont les plus anciens vestiges de la période pré-angkorienne qu'on ait. Dans toute la région de Wat Phu, c'est la première fois qu'on trouve quelque chose de ce type. C'est très fragile. Regardez comme la feuille d'or est fine. Elle fait moins d'1 millimètre. Il faut les manipuler très précautionneusement. C'est un lotus? Je crois que c'est une fleur de lotus, oui. Dans la tradition bouddhique, le lotus incarne la pureté du corps, de la parole et de l'esprit. Mais ces pétales de lotus ne sont pas les seuls artefacts ensevelis ici. À côté de la fleur, on a aussi trouvé un nombril. Pour les bouddhistes, ce type d'ornement en terre cuite était un symbole important, correspondant au principal centre d'énergie du corps. C'est le milieu, la partie la plus importante. Oui, la partie la plus importante. Il était posé comme ça, Oui. avec une fleur juste à côté, et les autres fleurs tout autour. La découverte d'objets bouddhiques sur le chantier de fouilles de Kurukshetra offre un instantané de la vie khmer dans la région de Wat Phu, d'où l'équipe pense que le trésor pourrait provenir. Il semble donc qu'à l'époque, le bouddhisme et l'hindouisme pouvaient se côtoyer de façon pacifique, sans qu'il y ait de tension entre les deux religions. L'hypothèse d'une coexistence entre bouddhistes et hindouistes est corroborée par la boîte en or, avec son iconographie empruntée aux deux religions. Mais les fouilleurs ne sont pas au bout de leur surprise. Ils ne tardent pas à comprendre que les fleurs de lotus servaient uniquement à décorer ce qui se trouve dessous. Des restes humains incinérés. Je suis sûre que ce sont des os incinérés. Les os qui n'ont pas été incinérés ont un aspect très différent. C'est la première fois qu'on trouve des os et un dépôt d'or au milieu de ce genre d'endroit. La quantité de fragments d'os semble indiquer que seule la moitié du corps a été enterrée ici. Quand on brûle un corps, il reste plus d'ossements que ça.
Il n'y en a sans doute qu'une partie. Le reste est peut-être dans le Mekong, parce que c'est aussi un fleuve sacré. En raison de la pratique locale de la crémation et sous l'effet conjugué du climat chaud et humide et de l'acidité des sols, on retrouve peu de restes humains anciens dans la région. Ce sont les plus vieux ossements de l'ère Khmer jamais découverts. Et les pétales dorés disposés dessus nous renseignent sur l'identité du défunt. Ils voulaient donner plus d'importance à ces ossements. Sinon, ils n'auraient pas mis d'or dessus. C'est vraiment intéressant. C'était peut-être un roi. La découverte progressive de l'agencement du site conforte l'équipe dans l'idée que ces restes pourraient être ceux d'un roi. Si, comme je le pense, ce grand bâtiment était un palais, on a une zone funéraire. Et c'est peut-être là qu'ils ont mis le roi après sa mort. C'est pour ça qu'ils ont aussi disposé des feuilles d'or sur les ossements, pour ne jamais oublier que c'était quelqu'un de très important. D'après Christine, la sépulture remonterait à 450 après notre ère, au tout début de la dynastie Khmer. C'est une découverte exceptionnelle, une des plus importantes de sa carrière. J'ai peut-être trouvé le premier roi. Oui, pourquoi pas. Cette découverte me réjouit. C'est très excitant, bien sûr. Les fouilles de ce palais et cette dépouille possiblement royale nous éclairent sur la façon dont vivaient les élites de la société. À en juger par les pétales de lotus, elles avaient à leur disposition de l'or et des orfèvres expérimentés qui savaient le façonner. Dans l'ancien monde Khmer, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où l'on était capable de produire des pièces aussi raffinées que celles du trésor. Analyser la composition exacte des matériaux utilisés apportera peut-être de nouvelles informations sur l'origine des métaux. Un indice clé pour déterminer d'où vient le trésor. Voilà le chef-d'œuvre. David Bourgarit est un archéométallurgiste. Ce spécialiste des anciennes techniques de fabrication du métal va examiner la boîte pour essayer d'identifier les métaux utilisés. On a un relief très prononcé, presque tridimensionnel. C'est assez particulier. Et on retrouve le même sur le Kendi. Les chercheurs ont d'abord pensé que la boîte était en or massif. Mais Barbara n'en est pas si sûre. À première vue, je croyais que c'était de l'or massif. Mais maintenant, je me demande si ce n'est pas de l'argent doré alors. Ce serait bien si tu pouvais confirmer cette hypothèse, ou au contraire l'infirmer. La dorure est une technique qui consiste à plaquer une fine couche d'or sur une autre surface, généralement un métal. David a pour mission d'analyser le métal ou les métaux entrant dans la composition de la boîte. J'ai ici une lumière et une caméra qui vont me permettre de faire le point sur l'endroit qui m'intéresse. Le spectromètre de fluorescence X analyse les éléments présents dans un objet pour établir son profil élémentaire. Les premiers résultats s'avèrent surprenants. Ah oui, il y a beaucoup d'argent. Ça montre que ce n'est pas de l'or. On a déjà une réponse. Mais le spectromètre de David est limité. L'appareil qu'on a là n'est pas capable de faire la différence entre de l'or massif, une masse d'or, et de l'argent doré, une couche d'or sur de l'argent. Les scientifiques se tournent alors vers la photogrammétrie et la numérisation 3D. La mesure précise des dimensions de la boîte leur permettra de calculer son volume et d'estimer ainsi le poids qu'elle devrait faire si c'était de l'or massif, un des métaux précieux les plus lourds.
il apparaît vite qu'elle est trop légère. Barbara semble avoir vu juste. La boîte n'est pas à 100% en or. Vu le volume et le poids, c'est forcément de l'argent. De l'argent doré alors. Mais la dorure est si fine qu'elle n'impacte pas le poids total. Voilà où nous en sommes. Donc ton hypothèse était la bonne. Apparemment, c'est de l'argent doré. C'est ce qu'on pensait. Mais la dorure est tellement bien faite qu'à première vue, on dirait vraiment de l'or. Découvrir l'origine des métaux pourrait aider à confirmer la provenance du trésor. Contrairement à l'argent, plus abondant et difficile à tracer en Asie, l'or est rare et possède souvent des caractéristiques distinctives. Pourrait-il provenir de la région de Wat Phu, où l'équipe pense que le trésor a été façonné? L'or se décline dans une multitude de nuances de jaune. Ce sont ces nuances qui permettent à un œil averti d'en déterminer l'origine. Pasitsai Sipagdi est un orfèvre local. Il lui suffit d'un regard expert à la boîte pour faire un constat inattendu. D'après son expérience, cet or pourrait provenir d'Atape, une province du sud Laos. La province d'Atape se trouve dans le sud du pays, à environ 40 km de Wat Phu. Et on vient encore y chercher de l'or aujourd'hui. La présence de l'or d'Atape dans la composition de la boîte tend à indiquer que les principales pièces du trésor viennent de la région voisine de Wat Phu. Se pourrait-il que la même source d'or ait été utilisée pour façonner le kendi? Il dit que ce kendi a exactement la même couleur et la même composition que la boîte. Donc cet or-là vient de la région d'Atape. Oui, d'après son estimation. L'or des principaux éléments du trésor vient donc du sud Laos, près de Wat Phu. Encore un indice qui soutient l'hypothèse de l'équipe, selon laquelle ces objets auraient été forgés localement pour être utilisés au temple de Wat Phu. Plus les archéologues analysent la collection, et plus ils sont convaincus que ces précieux artefacts étaient destinés à un usage religieux. Les bougeoirs ornés en sont le meilleur exemple. Les bougeoirs sont constitués de deux parties. Mais les trous de fixation sur la partie supérieure montrent qu'il devait y avoir une autre pièce qu'on n'a pas retrouvée dans le trésor. Je pense que c'était une sorte de bol peu profond qui venait se fixer au-dessus, certainement pour brûler de l'encens. Ce qui est intéressant, ce sont ces pétales de lotus. En général, les pétales de lotus sont réservés à une utilisation religieuse. Pour les offrandes? Oui. On trouve ce genre de motif sur les temples. L'équipe ne doute pas que ces objets auraient été à leur place dans un endroit comme le temple de Wat Phu, auquel on sait que les Khmers accordaient une importance considérable. Dans les inscriptions et dans l'histoire khmer, Wat Phu a toujours été le lieu le plus sacré. Le complexe monumental de Wat Phu a prospéré pendant des siècles, depuis la création de Kurukshetra jusqu'à la fondation d'une nouvelle capitale khmer plus au sud, à Angkor. Mais pourquoi ce site a-t-il ainsi été vénéré par des générations de rois khmers? Et qu'est-ce que cela nous apprend sur le trésor? Christophe et David se rendent dans la campagne, sur les traces d'une chaussée oubliée entre Angkor et Wat Phu, mentionnée dans les inscriptions anciennes.
Discerner le lien entre les deux sites les aidera à comprendre le prestige dont jouissait Vadpou auprès des rois Khmers. Ici, on tourne à gauche. Ils utilisent les données GPS pour corréler leur position actuelle avec le relevé LIDAR du paysage ancien. Je passe du GPS au lidar. C'est à 300 ou 400 mètres. On est plus ou moins dessus. Ils laissent leur véhicule derrière eux pour prendre un sentier à travers champs. À première vue, rien n'indique qu'il y avait ici un site important dans un passé lointain. Mais lorsqu'ils reportent les données LIDAR sur le paysage actuel pour la première fois, ils obtiennent une toute autre perspective. Christophe et David ne sont pas sur un sentier ordinaire. Partant de Vadpou, il s'étend en direction du sud-ouest sur 280 km. Cette immense route mène jusqu'à Angkor. C'est curieux, parce que cette route est très impressionnante quand on la voit sur le lidar. Mais sur le terrain, elle n'a l'air de rien. Les inscriptions révèlent que l'ancienne chaussée était autrefois un axe commercial majeur, utilisé pour acheminer l'or brut d'Atapeu de Vadpou à Angkor. Mais elle ne servait pas simplement au transport des marchandises. Les données LIDAR montrent que cette route mesurait 10 mètres de large, bien plus que n'en avaient besoin les commerçants. Les inscriptions rapportent que c'était une route royale faite pour des souverains. Christophe et David utilisent la carte LIDAR pour se positionner. Tournés vers Vadpou, ils perçoivent clairement pourquoi les rois empruntaient cette voie au tracé soigneusement calculé. Si on fait quelques pas sur le côté, on voit vraiment l'alignement. Dressés devant eux comme pour accueillir les voyageurs venus d'Angkor sur ce dernier tronçon de route et dominant Vadpou, se profile la montagne sacrée de Phukao. C'est ce sommet caractéristique qui attirait les rois d'Angkor à Vadpou. Et leurs prédécesseurs de l'époque du trésor venaient ici pour la même raison. Ce n'est pas par hasard que le complexe monumental hindou de Vadpou a été érigé puis étendu au fil de plusieurs siècles au pied du Phukao. Malgré sa longue coexistence avec le bouddhisme, l'hindouisme dominait alors toute la région. Le dieu Shiva incarnait l'être suprême, comme en témoignent les murs du temple. Les fidèles adoraient des objets de forme phallique appelés des lingas, des représentations terrestres de Shiva lui-même. Mais les lingas les plus sacrés n'étaient pas artificiels. Ils apparaissaient naturellement dans le paysage. Et le Phukao, surnommé d'une éminence naturelle en grès de 18 mètres de haut, était le plus révéré de tous, la demeure de Shiva. Le temple de Vadpou et la ville voisine de Kurukshetra ont été bâtis dans son ombre sacrée. Le roi d'Evanika est venu ici en raison de la montagne de Shiva. Il est dit dans l'inscription qu'il est venu de très loin parce qu'il avait entendu parler de cette montagne qui était le lieu le plus sacré de tout le royaume khmer. Au cours des siècles suivants, cette montagne sacrée a gardé une importance centrale pour les successeurs du roi d'Evanika, même après le déclin de la ville de Kurukshetra et l'expansion d'Angkor.
C'est pour ça qu'ils ont construit un temple pendant la période angkorienne, et c'est pour ça qu'il y a une route qui relie directement Wat Pho à Angkor. Les inscriptions révèlent que les rois de la lointaine Angkor empruntaient cette route pour se rendre au temple de Wat Pho. Le spectacle de ces processions royales devait être saisissant. Il y a un bas-relief magnifique à Angkor Wat qui montre les cavaliers, les généraux, les soldats, les prêtres, les musiciens, le roi, ses gardes, ses courtisans, la princesse, et ainsi de suite. C'est une procession interminable qui était sûrement spectaculaire. Un pèlerinage royal d'une telle ampleur, sur une distance de 280 km, était une entreprise faramineuse. La preuve des vastes ressources que les rois khmers consacraient à Wat Pho. Certains des bâtiments les plus impressionnants du complexe ont été commandés par le roi qui a bâti Angkor Wat au XIIe siècle. D'autres souverains khmers plus anciens se sont aussi montrés prodigues. L'analyse en cours à Savannakhet révèle à quel point ces dons royaux pouvaient être luxueux et variés. Le trésor lui-même était-il destiné à un temple? Dominique, je vais te montrer quelque chose de très beau qui va beaucoup t'intéresser. C'est un des principaux éléments du trésor. Regarde. Comme tu le vois, il est en forme de bateau et il y a une magnifique inscription. Dominique Soutif est un spécialiste des inscriptions anciennes. Pour déchiffrer les mots inscrits sur ce bol fragile, il commence par appliquer du papier de riz humide sur le relief délicat du texte. C'est comme quand on est gamin et qu'on repasse le motif d'une pièce au crayon à papier. Il encre ensuite le papier humidifié pour créer une reproduction exacte de l'inscription. Tu veux une autre pièce? Voyons déjà si ça fonctionne. C'est un procédé long et minutieux. Mais la signification de l'inscription est enfin révélée. Le bol en argent mentionne un vaste don de vases, de terre et de tout ce dont on peut avoir besoin dans un temple. Les détails sont ahurissants. Des jardins, des esclaves des deux sexes, des champs, des agneaux bien dodus et des plats pour le culte quotidien de Shiva. C'est une liste d'objets offerts à la divinité, un don très important fait par un roi. Ce don était incroyablement généreux. La traduction de Dominique confirme que les artefacts du trésor étaient destinés à un usage religieux. L'inscription prouve qu'ils sont directement dédiés aux dieux. Et on peut donc être sûr que tous les éléments du trésor venaient de temples sacrés. Mais si ces pièces d'orfèvrerie étaient un don royal à un temple, quel était leur usage? La connaissance approfondie qu'a Dominique des rites pratiqués dans les anciens temples khmers apporte des éléments de réponse. Le culte quotidien d'une divinité est comparable au service d'un roi. Vous faites pour le dieu exactement ce que vous feriez pour le roi dans son palais. Il faut le réveiller, le baigner, lui offrir de la nourriture et de l'encens, chanter pour lui, danser pour lui, et ainsi de suite. Le dieu, représenté par un linga installé dans le sanctuaire central du temple, devait être servi par les grands prêtres. Le trésor a peut-être joué un rôle clé dans ces rites sacrés. Dans le trésor qu'ils ont découvert, il y a au moins 4 objets qui étaient offerts à des divinités. Les boîtes devaient être utilisées pour conserver l'encens
Les assiettes servaient à offrir de la nourriture et le kendi servait sans doute aux ablutions. Les ablutions du dieu dans le sanctuaire central devaient constituer l'un des moments les plus importants de ce rituel. Seuls les artefacts les plus raffinés pouvaient être utilisés. Ce kendi en or est une découverte très rare. Je pense que c'est le seul qu'on ait jamais mis au jour pour la période pré-angkorienne. C'est tout à fait exceptionnel. Il servait sûrement à verser de l'eau, en particulier pour les ablutions rituelles de la divinité. Dans la mythologie khmer, l'eau jouait un rôle prépondérant. Et l'eau de pluie tombant sur le linga naturel du Pukao était particulièrement vénérée. Elle ruisselait le long de la montagne jusqu'à une source sacrée où a été bâti l'ensemble monumental de Wat Phu. Christine explore le site pour voir comment ces eaux sacrées étaient acheminées à travers le temple lui-même. Viens voir, Sulia. Je vais te montrer le lieu le plus important du sanctuaire. C'est dans cet espace en briques que se trouvait le linga principal de Shiva. L'eau venait de la source sacrée qui est en haut de la montagne. Elle était acheminée grâce à une conduite en grès qui arrivait ici. Et elle passait ensuite à travers le mur, de façon à ce que Shiva soit en permanence baigné par l'eau sacrée de la source. Le précieux kendi en or a pu être utilisé lors de ces cérémonies rituelles, peut-être en présence du roi lui-même. Quand on remonte la chaussée principale du temple de Wat Phu, on peut imaginer le roi ou les hauts dignitaires visitant le temple principal et honorant la divinité à l'intérieur. Mais l'arrivée au temple marquait-elle la fin du voyage? Ou les souverains poursuivaient-ils leur route jusqu'au sommet de la montagne pour vénérer le plus sacré des lingas? D'anciens écrits semblent indiquer que les rois de Kurukshetra montaient tout en haut du Pukao. Christophe pense que l'ascension faisait partie du processus de dévotion. La cérémonie rituelle accomplie sur la montagne en présence de Shiva constituait le point d'orgue du pèlerinage. Il ne fait aucun doute que les gens allaient là-bas pour le culte autrefois. Les archéologues partent à leur tour à l'assaut du sommet. Ils en profiteront pour chercher des traces de cérémonies religieuses datant de la période pré-angkorienne, époque à laquelle le trésor a été fabriqué. L'ascension va prendre 2 jours. Aujourd'hui encore, la montagne est considérée comme sacrée. Des règles très strictes en restreignent l'accès. C'est la première fois qu'une équipe internationale d'archéologues est autorisée à gravir le Pukao. Pour faciliter les recherches, ils ont scanné l'ensemble de la montagne à l'aide du lidar. Mais la conquête du sommet s'annonce ardue. Le Pukao se dresse à 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'équipe profitera de l'expédition pour explorer tout relief inhabituel visible sur le relevé lidar. Au fil du temps, les glissements de terrain et l'érosion ont enterré des pans entiers de l'ancienne piste. Mais l'ascension a toujours été une gageure. Les inscriptions de l'époque précisent que personne ne pouvait être porté jusqu'au sommet.
Ça veut dire que tout le monde devait marcher comme nous? Qu'on soit un roi ou simple sujet, tous ceux qui venaient adorer le dieu en haut de la montagne devaient passer par ici. C'est formidable de partager ça. La nature contemplative de cette expédition à travers un paysage sacré faisait partie de l'expérience religieuse. Quand on entre dans un espace sacré, il est essentiel d'avoir de bonnes pensées. Il faut se concentrer sur les raisons qui vous amènent et ce à quoi vous aspirez. Il y a diverses inscriptions depuis le début de l'époque angkorienne et pré-angkorienne qui associent la montagne à la présence de Shiva. Plus encore, la montagne tout entière incarne la divinité et constitue en tant que telle une sorte de sanctuaire. Elle est totalement sacrée. Les inscriptions parlent de cette zone comme d'un refuge où aucun être humain ni aucun animal ne doit être blessé. C'est un endroit où tout le monde est censé être protégé. Mais c'est aussi un endroit où il faut entrer avec un état d'esprit positif. On ne peut pas accéder au sommet en une journée. C'est trop difficile. Il va nous falloir plus de temps, parce que l'ascension finale est très dure. Alors on a établi un camp de base à environ 2 heures du sommet. Je suis content de m'arrêter pour aujourd'hui. Je suis épuisée. C'était vraiment difficile. Après toute une journée de marche à travers la jungle, par une chaleur extrême, les chercheurs ont parcouru moins de 8 kilomètres. Mais ils sont désormais tout près du Linga, à un jet de pierre du site le plus sacré de l'ancien monde khmer. Peut-être que demain, on comprendra mieux pourquoi les rois avaient besoin de venir ici. À la première lueur du jour, l'équipe lève le camp. Le sommet sacré se dresse de toute sa hauteur devant eux. C'est très beau. Mais ça va être bien raide sur la fin. La jungle est maintenant si dense que l'équipe utilise le relevé lidar pour repérer son itinéraire. On est sur la crête, là. On marche dans cette direction. Il faut voir où mène la piste, mais ça pourrait être intéressant de faire un rapide détour pour voir ce truc-là. Une forme sur l'écran a attiré l'attention de Christophe. Il y a une dépression là? Oui. Qu'est-ce que tu veux voir? La structure semble être d'origine humaine. Je n'ai encore jamais rien vu de naturel qui ressemble à ça. Mais la végétation est trop touffue pour trouver quoi que ce soit à la surface. Quand il y a autant de végétation, il peut être très difficile de déterminer la nature de ce genre de relief. Il faudra mener des investigations archéologiques poussées pour en avoir le cœur net. Cependant, ces vestiges possibles d'activité humaine montrent qu'ils sont sur la bonne voie. Un dernier effort les amène au pied du gigantesque linga naturel qui couronne la montagne. Enfin, des traces de ceux qui les ont précédés. Le style de ce linga indique qu'il est pré-angkorien. Manifestement, des gens priaient ici. Des prêtres, des pèlerins, et peut-être même des rois. Qui sait? Être dans cette forêt, sur cette montagne sacrée, c'est très émouvant. Sur la paroi en grès du linga lui-même, l'équipe repère un lien avec le trésor. Des motifs bouddhiques sur une montagne sacrée hindoue.
Vous voyez la roue, là? C'est un symbole bouddhique très courant qui a été utilisé pendant des milliers d'années dans les hôtels bouddhistes. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que cet endroit est resté sacré dans différentes religions, pour différents pèlerins qui adoraient différents dieux. Les traces de culte bouddhiste et hindou sur la montagne rappellent le trésor et son iconographie des deux religions. Les artefacts sacrés du trésor ont peut-être servi à des cérémonies ici même, au pied du linga. Certains de ces objets sont-ils arrivés jusqu'au sommet? Il ne reste plus que 18 mètres à gravir. Mais ce sont les plus difficiles. Prends appui sur cet arbre. Tu y es presque. C'est bien. Oh, wow! C'est Wat Phu qu'on voit? Là-bas. C'est incroyable. Je peux vraiment me mettre à leur place. Comprendre ce sentiment d'être tout en haut, au contact du Dieu. N'importe quel roi montant jusqu'au sommet aurait pu embrasser du regard toute l'étendue de son empire. On voit bien l'ancienne route. Elle part de la ville et se perd dans la brume en bas, avant de continuer sur plus de 200 km jusqu'à Angkor. Mais il y a ici bien plus qu'une vue imprenable. Je ne m'attendais pas à trouver une sorte de piédestal. Sans doute un autre petit linga. Ces fragments sont les derniers témoins de toutes les cérémonies qui ont dû avoir lieu ici. Christophe ignorait totalement la présence de ces reliques. Il pense qu'elles sont pré-angkoriennes. Qui venait ici? Des rois, des prêtres, des gens ordinaires? On ne sait pas vraiment, mais il est clair que ces gens venaient ici par dévotion. On ne saura jamais avec certitude s'il y a eu ici des objets faisant partie du trésor. Mais c'est tout à fait possible. Pour accomplir un rituel, on a besoin de différents objets, des bougies ou des bâtons d'encens. Le candy doré est un parfait exemple du type d'objet rituel qu'ils auraient pu apporter pour le culte. Vous êtes vraiment au sommet, au plus près de la divinité, là où vos prières et vos rituels seront les plus puissants. C'est ici que l'eau sacrée qui se déverse dans le temple de Wat Phu entame son ruissellement le long de la montagne. Quand il pleut, la pluie tombe sur le sommet du linga et s'écoule ensuite vers les rivières et la ville. Si bien qu'elle devient sacrée par le simple fait de... Exactement. Cette eau qui est en fait la source de la vie tombait d'abord sur la tête de Shiva. Puis elle dévalait la montagne dans les rivières et sanctifiait ensuite tout le territoire. Il n'y avait pas de meilleure garantie de pouvoir que d'avoir cette eau sacrée non seulement dans les champs de riz alentours, les bassins et ainsi de suite, mais aussi dans le sanctuaire de Wat Phu. La montagne et le paysage sacré qui entoure Wat Phu pourraient fort bien être la véritable place des éléments du trésor. C'est dans ce centre spirituel que les premiers rois Khmer ont bâti certains de leurs temples les plus anciens. Ça fait des années qu'on s'efforce de comprendre l'origine d'Angkor. Et Wat Phu est un site extraordinaire à cet égard. De génération en génération, même après avoir déplacé la capitale à Angkor, les souverains Khmer ont continué à emprunter la grande route pour revenir dans ce berceau de leur civilisation, vénérer le dieu qui leur donnait le pouvoir de régner. Wat Phu est le point de départ de la civilisation Khmer. En ouvrant une nouvelle fenêtre sur l'émergence de cette civilisation majeure, l'exploration du trésor met en lumière l'influence, la richesse
et l'ambition de la première société khmer, dont les descendants allaient ensuite bâtir encore une des plus grandes cités de l'histoire.